Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo du docteur Kevin Cessel sur comment rééquilibrer son microbiote. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons discuter du microbiote. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale qui est comment entretenir son microbiote et donc sa santé. En effet, notre microbiote intestinal est un allié santé de poids puisqu'une partie des effets bénéfiques de l'alimentation saine passerait par les effets sur le microbiote. Il faut vous imaginer que le microbiote intestinal est un monde peuplé de centaines de milliers de milliards de micro-organismes Effectivement, on a plus de cellules de bactéries dans notre organisme que de cellules humaines, donc on est plus une géante bactérie qu'un humain. C'est pas fou? interagissant ensemble et aussi avec les cellules de votre intestin. On pourrait comparer cela un petit peu au fonctionnement d'un écosystème comme une forêt. Chaque organisme a son rôle à jouer et il est important qu'il y ait un équilibre entre tous ces organismes afin que l'écosystème soit sain et durable. Et il est donc très important de choyer son microbiote intestinal pour rester en bonne santé et éviter de développer des maladies. Et comme vous le verrez par la suite, dans cette vidéo, il n'y a rien de bien compliqué d'un point de vue alimentaire pour faire en sorte d'avoir un microbiote en bonne santé. Donc en première partie de la vidéo, on va commencer par définir ce qu'est le microbiote. En réalité, c'est vrai parce que l'alimentation en général, c'est assez simple. Il suffit d'écouter son instinct et de remanger les aliments qu'on a mangés depuis la nuit des temps. Mais il y a quand même des complexités, hein, surtout avec notre monde moderne, des adaptabilités personnelles en fonction du contexte, du niveau de santé, des symptômes, etc. Et pourquoi il est aussi important d'en prendre soin. On abordera entre autres les liens qu'il existe entre microbiote et maladies cardiovasculaires, entre microbiote et maladies neurodégénératives, entre microbiote et maladies cardiométaboliques, et on verra pourquoi le microbiote est si important dans l'émergence de toutes ces pathologies. Dans une deuxième partie de la vidéo, nous plongerons dans le monde fascinant de la recherche scientifique et nous identifierons quels aliments peuvent avoir une influence positive sur notre microbiote intestinal et quels sont les aliments qui peuvent avoir une influence négative. On redéfinira par la même occasion ce qu'est un prébiotique et ce qu'est un probiotique, et je vous donnerai quelques conseils pour savoir les aliments qu'il faut privilégier Prébiotiques, ça nourrit les bonnes bactéries. Probiotiques, c'est directement les bonnes bactéries. dans votre assiette afin d'optimiser la santé de votre microbiote et donc votre santé corporelle. On terminera cette vidéo en parlant des pistes de recherche qui sont développées à l'heure actuelle pour traiter certaines pathologies, comme par exemple la greffe fécale, qui est très en vogue aux États-Unis, un petit Ça, c'est une dinguerie. On vous fait littéralement avaler le caca de quelqu'un d'autre qui a un bon microbiote pour améliorer le vôtre. Et en vrai, c'est pas mal, hein, ça fait pas mal ses preuves. peu moins en France, mais on verra ce qu'il en est. Et on parlera aussi d'un projet qu'on appelle le French Gut, qui vous permettra, si vous avez envie, de participer à la recherche sur le microbiote. Allez, on attaque avec la première partie de la vidéo, c'est quoi le microbiote? Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes que nous hébergeons à travers notre tube digestif et on estime que ce microbiote pèse entre 2 et 3 kg. D'après les scientifiques, nous sommes composés de 10 fois plus de micro-organismes que de cellules humaines. Il faut bien vous dire ici qu'on est en train de Voilà, il l'a dit. parler de centaines de milliers de milliards de micro-organismes, un chiffre qui, je vous l'accorde, donne un peu le tournis. Dans cette pléiade de micro-organismes, on retrouve entre autres des bactéries, des champignons, des levures, des virus, des bactériophages et même certains parasites. Tous ces micro-organismes sont Et oui, on vit en symbiose avec beaucoup de micro-organismes, dont les parasites, qui sont absolument démonisés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'endoctrinement avec de la peur autour des parasites, même si certes il y a des effets néfastes et qu'il y en a qui sont dangereux. Il y a quand même beaucoup de peur autour de tout ça. majoritairement localisés dans vos intestins et dans votre côlon, et on estime qu'il y a beaucoup plus de micro-organismes en partie basse du tube digestif qu'au niveau de l'estomac, puisque les scientifiques estiment qu'il y a 100 millions fois moins de micro-organismes au niveau de l'estomac. Pourquoi? Tout simplement parce que l'estomac sécrète de l'acide gastrique, et l'acide n'est pas propice à la vie microbienne. On sait depuis Il faut aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup de microbiotes différents, par exemple des microbiotes qui sont locaux, genre microbiote buccal, microbiote même de la peau, des aisselles même sur certaines zones de la peau qui sont très spécifiques, le microbiote du cuir chevelu aussi. plus d'un siècle que notre tube digestif héberge une flore microbienne et que vraisemblablement celle-ci interagit avec les cellules de notre tube digestif en symbiose, mais les moyens techniques malheureusement de l'époque ne nous permettaient pas de bien comprendre le rôle du microbiote sur la santé. De nos jours, grâce aux progrès techniques, on comprend de mieux en mieux le rôle de ces germes, leur interaction, l'interaction avec nos cellules. Les bactéries seraient donc bénéfiques pour la santé humaine? Pourquoi pasteuriser alors? Petite question pour faire planter une graine dans votre cerveau. Notamment par exemple grâce aux techniques de séquençage à haut débit, grâce aux techniques de mise en culture de ces Parce micro-organismes, que la pasteurisation n'est pas sélective, hein, ça tue tous les micro-organismes. et aussi grâce à certains modèles qu'on appelle des modèles axéniques,
c'est-à-dire des modèles animaux qui sont dépourvus de micro-organismes. On sait que le microbiote participe à tout un tas de fonctions dans l'organisme. Il participe notamment à l'assimilation des nutriments, à la synthèse de vitamines, à l'absorption d'acides gras, de calcium, de magnésium et de plein d'autres fonctions. On sait aujourd'hui que chaque microbiote est... Et les microbiotes seraient directement liés à notamment la production de sérotonine dans l'intestin. Le fameux 80% de la sérotonine dans l'intestin est produit dans l'intestin. Bah, ce serait essentiellement lié à des bactéries. Et donc, si tu as un mauvais microbiote, ta sérotonine est très basse, et forcément, en termes d'humeur, de santé mentale, ça suit pas. unique et qu'à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote est propre à chaque individu. Même s'il existe une similitude entre les espèces microbiennes d'un point de vue qualitatif et quantitatif, chaque microbiote est unique. Vous vous demandez peut-être comment se constitue le microbiote intestinal au cours d'une vie. Tout va commencer à l'accouchement. En effet, il faut savoir que le fœtus ne possède pas de microbiote. En fait, son tube digestif est stérile. C'est seulement à la naissance, lors de l'accouchement, que l'enfant, au contact de la flore vaginale et fécale de la maman, va être exposé pour la première fois au monde des micro-organismes et être ensemencé par ces micro-organismes. La colonisation bactérienne va se faire graduellement et le microbiote de l'enfant va évoluer. C'est là qu'on comprend que l'importance de l'alimentation de la maman et de son hygiène, de sa contamination aux polluants, etc., est extrêmement importante pour la santé future de l'enfant, très clairement. Par exemple, tout simplement, si la maman portait une culotte en polyester, donc en plastique, et du coup que quand l'enfant sort de l'utérus, il est contaminé au microplastique et donc aux bactéries qui sont là pour bioremédier ce microplastique, mauvais départ. Au cours de sa vie, sous l'influence de la diversification alimentaire, sous l'influence de sa génétique et aussi sous l'influence de son environnement avec et ou les traitements médicamenteux qu'il aura reçus. Maintenant, vous vous posez certainement la question de pourquoi on discute du microbiote intestinal en lien avec certaines pathologies. Les scientifiques ont maintenant bien démontré que le microbiote pourrait être un élément clé dans la genèse de certaines maladies en faisant l'interface entre l'alimentation et la santé. En effet, il y a de plus en plus de littérature scientifique faisant état de dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre du microbiote ou encore d'un microbiote perturbé pour plein de pathologies différentes. Il existe par exemple des liens entre dysbiose et maladie métabolique du foie, entre dysbiose et maladie cardiométabolique, entre dysbiose et obésité, et entre dysbiose et diabète de type 2. Pourquoi ? Parce que quand il y a une dysbiose, donc c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement du microbiote, c'est-à-dire qu'il y a plus de bactéries qui sont dites pathogènes qui prennent le dessus par rapport à celles qui sont bénéfiques, il y aura une production interne de toxines. Cette production interne de toxines doit être contrebalancée, notamment avec nos antioxydants et de l'inflammation, etc. Donc, en vrai, la production interne d'endotoxines est extrêmement nocive pour la santé et donc peut entraîner des maladies qui peuvent potentiellement être très graves. On pourrait même aller plus loin, puisqu'il y a d'autres articles qui montrent que la dysbiose pourrait être aussi un des éléments clés de certaines maladies neurodégénératives ou encore même de la dépression. Ici, Le fameux axe intestin-cerveau, ultra important. il est important de noter. J'ai jamais été aussi serein, humeur stable, plus du tout d'anxiété pour le futur. Enfin, j'en ai toujours un petit peu, évidemment, je reste un humain. Mais franchement, elle a fait moins 99%. Plus du tout de reminiscence du passé, de m'enfermer dans le passé. Plus du tout d'overthinking, donc de trop penser en permanence, de réfléchir tout le temps. Depuis que j'ai amélioré mon alimentation et donc mon microbiote. C'est juste incroyable. C'est ce que j'appelle la sérénité des nutriments. C'est vraiment incroyable. Que les évidences scientifiques sont quand même assez fortes. Vraiment, le lien entre santé et bien-être est fou. Vraiment, le bien-être que vous avez quand vous êtes vraiment en bonne santé, c'est vraiment un soulagement comparé, surtout quand tu as la comparaison à juste avant où tu souffrais littéralement. C'est vraiment incroyable. Même si on ne comprend pas tout. Et il y a encore La santé n'a pas de prix, vraiment pas. beaucoup de choses à comprendre. Et il faut vous imaginer qu'on est en train d'étudier un monde à part entière. Un monde qu'on héberge dans notre tube digestif, mais qu'il est très compliqué de comprendre, puisqu'il y a des interactions entre les micro-organismes, il y a des interactions avec nos cellules de notre corps, notre système immunitaire, et tout combiné, c'est quand même quelque chose de très complexe à aborder. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on a des évidences fortes scientifiques pour dire que le microbiote joue un rôle dans notre santé? Une expérience pour moi qui est assez marquante, c'est l'utilisation justement des modèles de souris que je vous expliquais au préalable, les souris qu'on appelle axéniques. Il faut savoir que ces souris sont élevées dans des enceintes stériles et elles n'ont pas de microbiote du tout. Autrement dit, ces souris n'ont aucun micro-organisme dans leur tube digestif. Et ce qui est super intéressant avec ce genre de modèle, c'est qu'on va pouvoir... Mais je suis sûr qu'elles en ont quand même à l'extérieur, genre dans leurs poils, leurs ongles, leur nez, qu'il y a quand même un microbiote quelque part. Parce que je pense que déjà pour la durée de vie et la santé, c'est impossible de vivre sans microbiote. transférer le microbiote
d'une souris D'ailleurs, je pense que la durée de vie de ces souris de laboratoire est très faible. malade et voir quel est l'impact de ce microbiote sur cette souris stérile. Donc en règle générale, on va prendre par exemple le microbiote d'une souris diabétique et on va voir ce que ça donne quand on l'implante dans une souris axénique. Les scientifiques ont fait exactement la même chose aussi avec des microbiotes de souris atteintes d'obésité implantés dans des souris saines axéniques et voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Ce qui est très impressionnant, c'est que quand on implante par exemple le microbiote d'une souris atteinte d'obésité dans une souris axénique, cette souris axénique va alors développer très rapidement une prise de poids et va elle aussi, par la suite, souffrir d'obésité. Donc ce genre d'expérience est très utilisé en recherche et il a été démontré. Le fameux l'obésité génétique. Moi, je pense vraiment que l'obésité, c'est signe d'une toxicité énorme de l'environnement et essentiellement de l'alimentation, qui fait partie de l'environnement. Et que quand tu corriges cette toxicité, du coup, le microbiote se corrige et du coup, l'obésité s'en va presque magiquement. Même si évidemment, il y a toute une isestéris, donc il y a potentiellement un temps énorme de latence entre ce changement et la guérison complète, mais je pense que tout est faisable. On pouvait transférer certaines pathologies en transférant le microbiote. Maintenant que nous savons que le microbiote intestinal joue un rôle central sur notre santé, que nous disent les études scientifiques sur les aliments influençant positivement ou négativement notre microbiote intestinal? C'est là où je pense que ça va partir en cacahuète, si je puis me permettre. On attaque donc avec la deuxième partie de la vidéo et on va parler de prébiotiques et de probiotiques. Alors pour bien comprendre ce qui influence la bonne santé de notre microbiote, il va falloir commencer par définir les éléments pouvant agir sur son équilibre. Globalement, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que mange une bonne bactérie, c'est-à-dire quelle est la nourriture d'une gentille bactérie qui va contribuer à notre bonne santé. Ici, la réponse est très simple, puisqu'une bactérie gentille va consommer généralement des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des glucides indigestibles que nous retrouvons en grande quantité dans les fruits, les légumes et les céréales. Les fruits, il n'y a pas de grande quantité de fibres, hein, la plupart du temps c'est environ 2%, donc c'est assez faible. Le fruit qui a le plus de fibres, c'est la date, elle est environ à 7%, et c'est vraiment le maximum, il me semble. Après, oui, quand tu passes aux céréales, aux produits végétaux vraiment indigestes, là on commence à passer aux 10-15% de fibres, et c'est surtout avec majorité de fibres insolubles, alors que dans les fruits, en général, quasiment 50-50 fibres insolubles et solubles, donc moins agressives, beaucoup plus douces. Donc forcément, là c'est le moment où on va pas être trop d'accord, je pense. Complète. Et il faut savoir que les aliments d'origine animale ne contiennent pas de fibres alimentaires. Donc on parle ici de prébiotiques. Finalement, les prébiotiques sont des molécules Mais du coup, ils contiennent des probiotiques, ces produits animaux, puisqu'ils contiennent directement des bactéries. dont se nourrissent nos bonnes bactéries qui résident dans notre intestin, et on les retrouve dans les aliments riches en fibres, les fruits, les légumes et les céréales complètes. Maintenant, autre élément pouvant avoir un effet positif sur notre microbiote intestinal, ce sont les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, une fois ingérés en quantité adéquate, vont apporter un bénéfice au fonctionnement de notre organisme. Il s'agit essentiellement de bactéries, comme par exemple les bifidobactéries, les lactobacilles, mais aussi certaines levures comme les Saccharomyces. Ces micro-organismes positifs sont naturellement présents dans les aliments fermentés, comme les yaourts, le kéfir ou encore la choucroute. Et C'est pour ça que traditionnellement, la fermentation, c'était une méthode de transformation, notamment des produits végétaux absolument indigestes, en version extrêmement digeste et plutôt bénéfique pour la santé. Parce que du coup, tu as des probiotiques, les toxines végétales sont prédigérées, donc la toxicité est réduite, la biodisponibilité des nutriments dedans est augmentée. Franchement, il n'y a que des bénéfices à la fermentation quasiment. il semblerait en fait que leur consommation peut contribuer à améliorer la composition de notre flore intestinale. Les pré et les probiotiques vont donc être intéressants à être consommés à travers l'alimentation afin d'optimiser l'équilibre de notre microbiote intestinal et donc par la même occasion bénéficier à notre santé. Arrêtons-nous 5 minutes sur la littérature scientifique détaillant les aliments favorisant une bonne santé de notre microbiote. La première étude que je vous présente est une revue systématique de la littérature schématisant les aliments ayant un effet positif sur le microbiote et qui permettrait de lutter contre le diabète de type 2. Ce que nous allons voir maintenant est transférable pour lutter contre plein de pathologies. Premier groupe d'aliments que les scientifiques mettent en avant, c'est les aliments riches en fibres alimentaires, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. Globalement, les fibres vont avoir deux effets. En réalité, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les fibres insolubles ne sont pas fermentées. Les vraies fibres bénéfiques sont les fibres solubles. Or, au-delà des fruits et des légumes qui sont considérés comme des fruits, enfin, qui sont botaniquement des fruits, les fibres commencent à être trop élevées et beaucoup trop en ratio insoluble, beaucoup trop élevé. C'est-à-dire qu'il y aura trop de fibres insolubles et trop de fibres. Et donc ce bénéfice sur le microbiote ne sera plus bénéfique, tout simplement. On passera du côté négatif très très vite.
Ça entraînera beaucoup trop de fermentation, potentiellement une irritation, des problèmes intestinaux, des maladies de Crohn, etc. majeur. Le premier effet, c'est de sélectionner des bactéries qui fabriquent des molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, ce qui aurait un impact positif et permettrait de stimuler la production d'hormones digestives comme le PYY ou encore le GLP1. Le deuxième effet est aussi d'abaisser l'inflammation en limitant les bactéries qui produisent du sulfure d'hydrogène. Ces deux effets combinés auraient comme conséquence de lutter contre le diabète de type 2. Et aussi, tu peux tout simplement manger des aliments qui apportent déjà des acides gras à chaîne courte, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé, notamment le beurre cru. Maintenant, deuxième groupe de nutriments mis en avant par les scientifiques, ce sont les aliments riches en polyphénols, comme les baies, les graines de lin, les myrtilles, le raisin ou même le café. Ces aliments riches en polyphénols sembleraient avoir un effet positif sur un type de bactéries spécifique qu'on appelle Akkermansia, et ces bactéries ont la capacité de coloniser spécifiquement le mucus de notre tube digestif, et ces bactéries ont été très étudiées par le professeur Nathalie Delzen et le professeur Patrice Cagny, dont je vous reparle à la fin de cette vidéo. Ces bactéries induisent aussi des effets majeurs positifs, en limitant l'inflammation et en augmentant le GLP1 qui va contribuer à lutter encore une fois contre le diabète de type 2. Le problème, c'est qu'il y a des sources de polyphénols qui seront bien supérieures à d'autres. Par exemple, le café, il y a une source absolument horrible de polyphénol puisque c'est une graine ultra dense en toxines végétales qui est brûlée en plus, donc encore plus de toxines liées à la réaction de Maillard. Et en plus, quand tu la fais cuire et brûler, du coup, les polyphénols réduisent. Et avec toutes les toxines qu'il y a, notamment la caféine qui est une neurotoxine, l'acidité que ça provoque, la déminéralisation, je pense que le café a plutôt une influence très négative sur le microbiote. Les meilleures sources de polyphénol sont littéralement les fruits. Les polyphénols qui sont assez doux, en très bonne quantité, qui sont en général intacts, puisque la plupart des fruits sont consommés et consommables crus. Et il n'y a pas toute cette partie toxines végétales, toxines créées à cause d'une transformation quelconque, ou même des polluants, c'est plus réduit chez certains fruits, plus facile de trouver des fruits non pollués que des graines. Donc on attend. En fait, il faudrait que la science soit vraiment plus qualitative et qu'elle ait plus de finances pour faire des vraies études scientifiques très longues, de très haute qualité sur les effets d'un seul type d'aliment, par exemple, genre par exemple le café, sur autre chose que juste les maladies cardiovasculaires, par exemple, ou les maladies mentales, et genre par exemple sur son influence sur le microbiote, le foie, etc., à cause de sa densité en toxines. Le Pour sommeil finir, aussi. troisième et dernier groupe de nutriments mis en avant par les scientifiques, ce sont les oméga 3, et donc les aliments riches en oméga 3 comme le poisson gras ou encore les noix. Les noix ne sont pas riches en oméga 3, elles sont plus riches en oméga 6 qu'en oméga 3 pour la plupart, et beaucoup trop riches en graisses polyinsaturées. Ces graisses polyinsaturées, dont font partie les oméga, sont très sensibles à l'oxydation, notamment à la chaleur et à l'oxygène du coup. Et dès que ces graisses sont oxydées, elles sont nocives. Et en plus, la plupart des poissons sont extrêmement pollués. Et ils sont nourris aussi au soja, aux OGM, autres céréales, et donc encore plus de graisses polyinsaturées. Et donc c'est pas du tout les meilleures sources d'oméga 3. Les meilleures sources d'oméga 3 selon moi, c'est les animaux terrestres qui ont eu leur alimentation naturelle. Par exemple, des vaches qui pâturent, des porcs qui mangent des châtaignes et des glands, etc. L'oméga 3 semble avoir la capacité de sélectionner certains germes permettant d'avoir une synthèse plus importante d'acides gras à chaîne courte, ces fameuses molécules médiatrices de la bonne santé que produisent nos bactéries, mais aussi Sans parler évidemment des toxines végétales dans les noix, tout cet aspect indigestibilité qui doit nécessiter une préparation et notamment ce que nos ancêtres faisaient beaucoup, la fermentation. Toutes les graines par nos ancêtres étaient fermentées ou au moins à minima trempées et cuites, voire trempées, germées et cuites. de limiter les bactéries qui vont sécréter plutôt des choses négatives, comme les LPS, qui sont des lipopolysaccharides, qui ont plutôt tendance à favoriser l'inflammation. Donc si on limite les bactéries qui sécrètent ces LPS, on permet donc d'abaisser Sachant qu'on ne sait pas vraiment la qualité de la science qui a déduit toutes ces corrélations. La baisse de la LPS qui baisserait l'inflammation, etc. C'est pas des choses sur lesquelles on est extrêmement sûr. Il faut savoir que la science, la plupart du temps, n'est jamais sûre. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et de ce point de vue-là, l'esprit critique déjà est plus, comment dire, est moins biaisé. l'inflammation. Ici, il est important de garder en tête que les fibres alimentaires, les polyphénols ou encore les oméga 3 sont très présents dans une alimentation saine et équilibrée, puisque par exemple nous avons des recommandations qui vont dans ce sens. On pourrait parler des recommandations françaises qui est de consommer minimum 30 grammes de fibres par jour, ou encore les recommandations autour des oméga 3. D'ailleurs, ces trois groupes de nutriments reviennent très souvent dans mes vidéos, et notamment des petits trucs et astuces pour savoir dans quel aliment on les retrouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur une de ces vidéos, ce qui vous permettra de remettre de l'équilibre dans votre assiette et donc d'avoir accès à certains aliments à favoriser
pour J'ai lu l'oméga 3, je crois que je vais réagir à cette vidéo. Ça pourrait se faire. agir sur votre microbiote et être en meilleure santé. C'est d'ailleurs pour toutes les raisons dont nous venons de parler que certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de ce concept d'alimentation anti-inflammatoire et d'alimentation pro-inflammatoire. Ici, gardons tout de même en tête que l'alimentation anti-inflammatoire est juste une autre façon de dire alimentation saine et équilibrée. Mais c'est un petit peu plus sexy et un peu mieux marketé. En effet, quand on regarde ce qu'est une alimentation anti-inflammatoire, on s'aperçoit que c'est une alimentation riche en légumes et en fruits et en céréales complètes, donc ce qui fait écho à la recommandation pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. On a aussi un apport modéré de Sachant que légumes, ça veut rien dire, hein, c'est une catégorie utilisée par la cuisine. Dans les légumes, il y a aussi des fruits, botaniquement. Et je pense que les fruits sont extrêmement bénéfiques à la santé et que certains légumes ne le sont pas. poissons et de légumineuses, et plutôt une consommation faible de viande rouge. Donc ici, n'oubliez pas qu'on parle ni plus ni moins d'une alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire d'une alimentation saine. Maintenant, comme vous le voyez, une alimentation pro-inflammatoire, c'est consommer beaucoup de produits sucrés, de sucre raffiné, de la viande rouge et processée, des boissons sucrées, et peu de légumes, peu de fruits et peu de céréales complètes. Dans cette revue, On n'a aucune source qui montre que dans une alimentation anti-inflammatoire qui aurait plus de viande rouge, ça poserait des problèmes de santé. Aucune source de haute qualité vraiment qui prouve ça. ils vont même un petit peu plus loin en mettant en avant les différents vecteurs Mais c'est sûr que si tu manges tout ce qu'il y a à droite et de la viande rouge, bah oui, t'auras une mauvaise santé. La viande rouge ne va pas te sauver. La viande rouge est bénéfique, même si en excès elle peut être néfaste, notamment avec le fer, qui à l'intérieur du microbiote pourrait augmenter la production d'endotoxines, et donc augmenter l'inflammation, etc. Dans une alimentation anti-inflammatoire et saine, instinctive, je mange pas déjà 1 kilo de viande rouge par jour, mais surtout on n'a aucune preuve que c'est mauvais en fait. Et je pense que si on avait des vraies études scientifiques sur ce sujet, plus de viande rouge dans une vraie alimentation anti-inflammatoire, la santé ne baisserait pas. possibles de l'inflammation à cause des aliments ultra transformés. Globalement, les aliments ultra transformés peuvent induire une inflammation par différents biais, soit en modifiant le microbiote et la perméabilité intestinale, soit à cause de leur qualité nutritionnelle souvent pauvre en fibres, en micronutriments et riches en graisses et en sucre, mais aussi à cause des La richesse en graisse et en sucre n'est pas problématique tant que ces sucres et ces graisses ne sont pas raffinés et issus de graisses beaucoup trop riches en acides gras polyinsaturés. polluants chimiques qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais aussi à cause des édulcorants et des émulsifiants. Et on a eu récemment l'OMS qui a mis un warning sur les édulcorants et notamment l'aspartame, comme quoi ils seraient potentiellement cancérigènes. Ce genre de constat est retrouvé dans toutes les publications scientifiques. Mais non, vous comprenez, il faut remplacer son sucre dans sa tasse de thé par des édulcorants. Alors que ce putain de sucre blanc, faudrait juste le remplacer par du miel ou du sirop d'érable. La consommation d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire riche en fibres, en phytonutriments comme les polyphénols et en oméga 3, semble avoir un effet positif sur notre microbiote et donc sur notre santé. Tandis Bah, évidemment, si tu compares à la diète qui est à droite, McDo, frites, Coca, évidemment que ça aura un impact bénéfique, mais je pense qu'il y a encore une alimentation encore plus optimale que celle qui est mise en avant, notamment en consommant des végétaux qui sont indigestes. Je pense que de la manière la plus optimale de manger sainement, c'est de consommer des végétaux qui sont déjà digestes à l'état brut, c'est-à-dire les fruits. Et si tu les consommes des végétaux qui ne sont pas digestes à l'état brut, les transformer pour les rendre digestes, notamment les tubercules et certains légumes fruits qui sont consommables cuits, comme par exemple le potiron, potimarron, ou dans les tubercules, carottes, patates. Mais on aimerait des vraies preuves scientifiques de haute qualité en fait, ça n'existe pas. qu'une alimentation style Western Diet, c'est-à-dire une alimentation riche en produits ultra transformés, en malbouffe, semble avoir un effet négatif sur notre microbiote, contribuant à une mauvaise barrière intestinale, à une inflammation et donc au développement de maladies chroniques. Une revue qui m'a beaucoup plu et que je vous invite à lire si ça vous intéresse, c'est cet article publié dans le célèbre journal Nature Reviews Microbiology. Ils mettent en avant les effets positifs d'une alimentation équilibrée sous l'angle de son impact sur le microbiote. Mais ils parlent aussi de la fréquence à laquelle on va à la selle. Ici, Attendez. sur le microbiote. J'aime bien parce que les deux alimentations comparées, visiblement, c'est littéralement diète McDo avec des viandes et à côté des fruits et légumes et faible en graisses et protéines. Mais forcément, en fait, tu peux pas. Faudrait comparer deux alimentations saines, dont l'une avec plus de produits animaux et l'autre avec moins, pour avoir des sources de qualité en fait. Et il parle aussi de la fréquence à laquelle on va à la selle. Ici, les scientifiques mettent en avant que globalement une alimentation saine, riche en fruits et en légumes, permet d'aller à la selle une fois par jour, tandis qu'une alimentation riche en malbouffe a tendance à nous faire aller à la selle qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Et ce genre de phénomène, c'est un truc que moi je retrouve beaucoup en consultation quand je travaille avec un patient pour faire un rééquilibrage alimentaire, c'est que la fréquence des selles est drastiquement augmentée. Donc la fréquence des selles, hors pathologie,
pourrait être un marqueur d'une alimentation saine. Ça, c'est très vrai parce que pourquoi? Parce que les selles, l'intestin, c'est une des meilleures manières de détoxifier du corps humain. Or, les organes émonctoires, évidemment, comme la peau, le foie, les reins, les poumons, etc. Et donc, plus tu y vas souvent, plus tu détoxifies. C'est logique. Et évidemment, si t'as pas de problème de constipation, t'as beaucoup moins de fermentation, donc beaucoup moins de production d'endotoxines, avec potentiellement des bactéries pathogènes. T'as moins de réabsorption de toxines qui auraient dû être évacuées plus rapidement. Mais encore une fois, t'as pas besoin de manger des brocolis, des haricots rouges, etc. pour avoir cet effet-là. Tu peux l'avoir juste avec des végétaux qui sont digestes à l'état brut ou avec des végétaux bien transformés comme nos ancêtres le faisaient. Sont un peu lointaines, mais en tout cas, ça peut être une piste à explorer. Parlons maintenant un peu des aliments fermentés, comme pouvant aussi être intéressants pour avoir un microbiote sain. L'étude que je vous présente rassemble les résultats de plein d'études contrôlées randomisées et met en avant que les produits fermentés, comme les produits laitiers fermentés, les légumes lacto-fermentés ou encore le tempeh et le kéfir, pourraient avoir des effets positifs sur le microbiote en augmentant les bactéries gentilles et en diminuant les bactéries pathogènes. Comme vous Évidemment, dans ces produits fermentés, l'idéal ce serait de les avoir crus parce que la flore bactérienne est bien plus grande, bien plus diversifiée, donc bien plus qualitative pour le microbiote. l'aurez compris, l'alimentation saine permet d'avoir un bon microbiote et il faut donc consommer Sans parler des autres nutriments préservés, des enzymes, des autres molécules bioactives, etc. à la fois des pré- et des probiotiques pour s'assurer d'avoir un bon microbiote. Cela revient donc à avoir une alimentation riche en fruits, en légumes et en céréales complètes, en graines, Attendez, avoir une alimentation riche en fruits, en légumes alors dans ces fameux légumes, alors là on a la tomate qui est un fruit, la courgette qui est un fruit, le poivron qui est un fruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a une aubergine qui est un fruit, la carotte qui est un tubercule, donc assez digeste une fois épluché et cuit, et la patate. Il y a littéralement, à part le chou là en haut à droite, que littéralement des fruits et des végétaux digestes une fois cuits et épluchés. et en céréales complètes, en graines. Tout ça va favoriser du coup l'apport en fibres Les graines, pas du tout. Et si vous voulez consommer des graines, il faut absolument les préparer comme nos ancêtres. Il ne faut pas manger juste des graines de chia comme ça à la volée ou juste tremper dans de l'eau. Il faut absolument les faire tremper, germer, fermenter, cuire. Nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, c'est que, notamment avec les céréales, c'était un trempage des graines. Ensuite, non, c'était mis en poudre, trempé, puis fermenté longuement dans un levain qui est extrêmement riche en bactéries, en densité et en diversité. Fermentation longue, assez acide, et ensuite c'est cuit. Donc, 3 étapes, voire 4 de transformation pour les rendre digestes. Ce qu'aujourd'hui personne ne fait, ou fait artificiellement, en achetant par exemple du pain de mie moderne, fermenté à la levure, qui est beaucoup moins riche en micro-organismes, beaucoup moins riche en densité et en diversité, qui est moins acide, qui prédigère moins, avec des additifs dans ce putain de pain de mie, que c'est potentiellement de la farine raffinée aussi, enfin bref. alimentaires. Au passage, on aura aussi accès aux polyphénols, puisque certains fruits et certains légumes sont riches en polyphénols. C'est le cas notamment de l'aubergine ou encore des myrtilles. Et il nous faudra aussi un peu de produits fermentés. L'aubergine est toxique crue, hein. Donc c'est pas un fruit que je consommerais très réellement souvent parce que la famille des Solonacées, malheureusement, c'est des fruits qui sont assez toxiques pour l'humain. Dans cette famille, il y a les piments qui sont absolument pas faits pour l'humain, qui sont faits pour les oiseaux. Les tomates qui sont assez irritantes à l'état cru. C'est pour ça que traditionnellement, elles étaient tout le temps cuites. En Italie, quand tu vas en Italie, la plupart des tomates sont cuites, etc., etc. Comme les Aubergine légumes aussi. lacto-fermentés, les produits laitiers fermentés type yaourt, pour ensemencer notre microbiote avec de bons germes. Et enfin, consommer davantage de poissons gras et de graines riches en oméga 3, comme les sardines, le saumon, les graines de lin, les noix, semble aussi Le problème en donnant ce conseil, c'est que les gens ne vont pas du tout les préparer comme nos ancêtres le faisaient, ils vont juste les manger comme ça. Et puis même, ces noix seront oxydées, elles seront vieilles, les acides gras seront oxydés. Pareil pour les céréales, surtout en farine, elles ne seront pas non plus fermentées comme avant. Les poissons auront mangé du soja, d'autres céréales pas préparées et polluées, plus les métaux lourds dans l'eau. Pareil, ce sera emballé dans du plastique, oxydé. Et pareil pour les boîtes en sardines, genre notamment les sardines en boîte. C'est pré-frit dans l'huile de tournesol, donc une huile extra riche en graisses polyinsaturées, déjà oxydées, qu'on fait cuire, donc la toxicité clairement est présente. Ensuite, on les met chaudes dans une boîte en alu et en plastique, donc en contamination de polluants. C'est le prime, sachant que déjà dans l'eau, même si c'est des petits poissons, elles auront quand même une petite quantité de polluants. être bon. Et tous ces polluants, toutes ces toxines, etc., toute cette toxicité n'est absolument pas bénéfique pour le microbiote, hein, qu'on se le dise très clairement. Moi, je le sens tout de suite, hein. Dès que je mange une boîte de sardines,
en conserve, je sens tout de suite. Ça fermente, ça rôte, ça gaze plus. Je sens que ça passe moins bien en fait. Ça se sent tout de suite, c'est instinctif. pour notre santé intestinale. Si tu manges des sardines, achète-les fraîches, fais-les cuire toi-même, vapeur. Même au four si tu veux, parce que de toute façon, la peau, la plupart ne les mangent pas. Ou au barbecue. Donc la toxicité créée par la réaction de Maillard en général, on n'est pas concerné par ça. Donc sardines fraîches, cuites soi-même, préparées soi-même, bien bien supérieures. Et notamment pour notre microbiote. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo qui porte sur les nouveaux outils développés en recherche afin de soigner certaines pathologies. Avez-vous déjà entendu parler de transplantation fécale? Alors, vous connaissez peut-être la transplantation rénale qui consiste à prélever le rein d'un donneur et de le greffer à une personne malade afin qu'elle puisse retrouver une fonction rénale normale. Et bien ici, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de transplanter un organe, on va transplanter la flore intestinale d'un donneur à une personne atteinte d'une maladie. Autrement dit, on va prélever les selles d'une personne saine pour ensemencer l'intestin d'une personne malade. En pratique clinique, en France, la seule indication à la transplantation fécale, c'est l'infection liée à Clostridium difficile multirécidivante. Il faut savoir que cette maladie est la première cause de diarrhée nosocomiale en France et touche plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les ans. D'après le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue à la PHP de Paris, le plus difficile, c'est pas la transplantation en elle-même, puisque le geste clinique est en réalité assez simple. Mais ce qui est le plus complexe, c'est identifier un donneur sain et s'assurer qu'on ne transfère pas de germes pathogènes. Si ça vous intéresse de l'écouter, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce qui est top, c'est qu'il retrace l'évolution de cette technique, donc la transplantation fécale, depuis son utilisation au IVe siècle en médecine chinoise. En revanche, il insiste sur le fait que la transplantation fécale n'est pas à prendre à la légère. Depuis le IVe siècle chez les Chinois. Faut écouter nos ancêtres. Puisqu'il y a eu des cas, malheureusement, de décès aux États-Unis à cause du transfert de germes multirésistants. Il explique qu'il est pour l'instant illusoire de penser pouvoir transférer du microbiote fécal pour traiter des pathologies comme le diabète, l'obésité, car en fait la logistique qui est derrière est ultra complexe. Par contre, il ouvre quand même la porte de l'espoir en disant que Plutôt que, malgré tout, c'est quand même une solution qui est artificielle et plutôt que de se pencher sur ça, juste manger sain. Manger sain et essayer de vivre sain et d'avoir un quotidien dépollué. Et d'ailleurs, si c'est votre objectif, j'ai exactement créé un protocole pour ça qui s'appelle le protocole nature. Si tu veux nous rejoindre, c'est en description. chercher de nouveaux probiotiques de nouvelle génération pour pouvoir traiter ce genre de pathologie semble être un axe de recherche très très important à développer. D'ailleurs, si vous voulez aider les scientifiques français à faire de grandes découvertes sur le microbiote, il y a actuellement un projet de recherche qui s'appelle le French Gut, qui recherche des volontaires actuellement pour envoyer des échantillons de sel afin d'étudier le microbiote des Français. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez sur le site lefrenchgut.fr, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez juste à vous inscrire, vous allez remplir un questionnaire d'information, et après vous allez recevoir par la poste un kit qui va vous permettre de prélever vos selles, et vous aurez directement une petite enveloppe pré-timbrée à glisser à la poste pour envoyer vos échantillons de sel aux équipes de chercheurs. En parlant de chercheurs, voici quelques scientifiques francophones que vous pourriez apprécier et qui... Personnellement, je ferais pas confiance à ce genre d'entreprise parce que je sais pas ce qu'elle pourrait faire avec, avec mon caca. C'est un coup, ça va servir pour d'autres recherches dont j'ai pas envie que ça serve. Si vous voyez ce que je veux dire. qui œuvrent chaque jour afin de mieux comprendre le rôle de microbiote sur la santé. Vous pouvez par exemple écouter les présentations du professeur Nathalie Delzen ou encore du professeur Patrice Cany, qui sont deux scientifiques mondialement reconnus et qui travaillent à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ils travaillent tous les deux sur le microbiote et notamment sur le germe dont je vous parlais tout à l'heure, Akkermansia, et ils font rayonner la Belgique à l'international de par leurs travaux. On pourrait en parler pendant 2 heures de leurs travaux tant ils sont passionnants, mais ce sera certainement pour une prochaine vidéo si ça vous dit. Autre scientifique de renom qui pourrait vous intéresser si le microbiote vous passionne, le professeur Karine Clément qui travaille à la PHP de Paris, ou encore le docteur Emmanuel Dumas qui travaille à l'université de Lille. Et on finit avec mes anciens mentors et collègues de Lyon, donc le docteur Hubert Vidal, le professeur Martine Laville, ainsi que le professeur Emmanuel Dys et le docteur Junial Nazar. Bon, conclusion de la vidéo, clairement on est assez d'accord sur l'impact de certaines fibres et de certaines molécules végétales bénéfiques pour le microbiote, et évidemment sur l'impact du microbiote sur toute la santé générale après, qui est, je pense, extrêmement central pour avoir une bonne santé, un bon bien-être mental, tout simplement être heureux, littéralement. Et du coup, par contre, ce qui est problématique, c'est les conclusions. C'est vous emmener sur des graines indigestes, de ne pas vous parler du tout de préparation ancestrale de ces graines, si vous voulez les consommer, de pas du tout parler de poissons frais plutôt que les poissons pollués en boîte de conserve ou qui ont été
nourris en élevage, aux graines, au soja OGM, pollués dans la mer, sans parler des polluants et de leur impact notamment sur le microbiote aussi. Donc en vrai, ça manque un peu de, on va dire, pas rigueur scientifique, mais presque. Ça manque d'un panel de points de vue. Et c'est trop un point de vue centré malheureusement sur les études et sur tout ce que pense la diététique en France actuellement, qui manque, selon moi, littéralement de nuances, notamment sur tout l'aspect de la toxicité végétale et de la toxicité des polluants, qui est un peu trop sous-estimé à mon goût. Même si évidemment, avant ça, il faut évidemment surtout supprimer l'ultra transformé, qui est un problème majeur comparé à la toxicité végétale, mais quand même. Donc voilà, et encore une fois, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment savoir quelle est l'alimentation optimale, notamment pour avoir un microbiote parfait, pour avoir une santé parfaite, j'en parle dans mon protocole nature, et si tu veux nous rejoindre, c'est dans la description. Ça, c'est nature.